Voilà, très bien. Donc, on va reprendre avec les séminaires qui complètent cette journée. Donc, je vous présente Sarah Joiré. Donc, Sarah Joiré est d'origine belge. Elle a fait ses études à l'Université de Liège jusqu'au master. Et ensuite, elle est partie à Bordeaux pour un doctorat sur la dynamique précoce du système solaire, sous la direction de Sean Raymond. Et elle a étudié, donc sa thèse a comme titre le bombardement cométaire à l'issue de l'instabilité des planètes géantes. Et donc, elle va nous parler de l'évolution de ces objets, une grande quantité d'objets dispersés par les planètes et leur interaction avec les planètes telluriques. Merci. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Morvilliers de m'avoir invité à donner cette deuxième partie de cours. Je suis très heureuse d'être ici pour parler du bombardement cométaire sur les planètes telluriques. Donc le bombardement de comètes sur la Terre, mais aussi les autres corps du système solaire interne. Alors tout d'abord, je souhaiterais commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, par introduire quelques mots de jargon scientifique qui sont essentiels à la compréhension de cette présentation. En premier lieu, il est important de comprendre la différence entre composés réfractaires et composés volatiles. On dit donc de composés qu'ils sont réfractaires s'ils ont une haute température de sublimation. Et à l'inverse, des composés sont volatiles s'ils ont une basse température de sublimation. Donc il faut qu'ils fassent relativement froid pour que ces composés se trouvent à l'état solide. Donc l'eau, le méthane, l'ammoniac, les molécules organiques, les gaz rares sont des composés volatiles, tandis que les métaux, les silicates, donc les roches, sont des composés réfractaires. Et en fait, cette distinction, elle est essentielle pour comprendre la différence entre les astéroïdes et les comètes. Donc, les comètes, ce sont des petits corps du système solaire qui se sont formés loin du Soleil, plus loin du Soleil que les astéroïdes, donc dans des régions où il fait très froid. Et donc, ces comètes sont très riches en volatiles et plus riches en volatiles et moins riches en réfractaires que les astéroïdes. Lorsque les comètes rentrent dans le système solaire, si une comète rentre dans le système solaire interne, dans des régions où il fait beaucoup plus chaud, eh bien, ces volatiles vont se sublimer et donner lieu à cette fameuse queue de comètes que vous connaissez tous. Donc, on peut vraiment distinguer les astéroïdes et les comètes, non seulement par leur orbite, mais donc aussi par leur composition. Alors à ce stade-là, c'est une distinction qui peut sembler un peu floue, mais je reviendrai dans quelques minutes sur un critère qui permet vraiment de les différencier de façon beaucoup plus concrète. Alors la probabilité de collision des astéroïdes avec la Terre, elle est beaucoup plus grande que la probabilité de collision des comètes avec la Terre. Il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est qu'en fait, donc la Terre, vous le savez, elle s'est formée elle est dans le système solaire interne, et donc il y a beaucoup plus d'astéroïdes qui ont une orbite proche ou qui intersèquent l'orbite de la Terre que de comètes qui ont une orbite proche ou qui intersèquent celle de la Terre. Les comètes peuvent avoir des orbites très excentriques qui rentrent dans le système solaire interne et parfois qui ont une orbite proche de celle de la Terre. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. On peut aller voir en temps réel sur le site du Center for Near Earth Object Studies et on voit qu'à la date du 23 novembre 2024, par exemple, il y avait une centaine de comètes dont l'orbite était proche de celle de la Terre pour plus de 36 000 astéroïdes. Voilà. Donc c'est la première raison. La deuxième, c'est que la période de révolution des comètes, elle est souvent beaucoup plus grande que celle des astéroïdes. Et donc, le temps pendant lequel une comète est effectivement proche de la Terre est court comparé aux astéroïdes, comme on peut le voir par exemple sur ce graphique, où ici on a une orbite de comète et en orange une orbite d'astéroïde qui a une orbite proche de la Terre en bleu. Donc, comme je vous l'ai dit, pour cette raison, la probabilité de collision des astéroïdes avec la Terre est beaucoup plus grande que les comètes. Et d'ailleurs, il y a des morceaux d'astéroïdes, des météoroïdes, qui rentrent dans l'atmosphère de la Terre très régulièrement. Lorsque ces météorites rentrent dans l'atmosphère de la Terre, eh bien, ils vont s'échauffer et puis ils vont se consumer dans l'atmosphère à cause des forces de frottement de l'air. Et donc, par incandescence, il y a un phénomène lumineux qui va se produire. Ce sont les fameuses étoiles filantes que vous connaissez tous. Alors, plus le météoroïde qui rentre dans l'atmosphère de la Terre est gros, et plus le phénomène lumineux est intense. Et si le météoroïde qui rentre dans l'atmosphère est suffisamment gros,
eh bien, il ne va pas se consumer entièrement dans l'atmosphère et un résidu va atteindre la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle dans ce cas une météorite. Mais donc, les météorites, ce sont toujours des morceaux d'astéroïdes, parfois des morceaux de roches lunaires ou martiennes, mais ce ne sont jamais des morceaux de comètes. Alors, je vous l'ai dit, les comètes peuvent quand même rentrer dans le système solaire interne, et comme elles sont très riches en volatiles, ces volatiles subliment à l'approche du Soleil où il fait chaud, et donc en se sublimant, les glaces vont libérer des poussières de comètes qui vont se répartir sur la trajectoire de la comète proche du Soleil. Et donc, ces poussières de comètes, elles peuvent subsister sur la trajectoire de la comète, même lorsque la comète est retournée bien loin dans le système solaire externe. Et si jamais l'orbite de la Terre intersecte l'orbite de la comète, même si la comète est retournée bien loin, eh bien, ces poussières de comète peuvent rentrer dans l'atmosphère de la Terre et donc se consumer dans l'atmosphère de la Terre et donner lieu à des pluies d'étoiles filantes. En fait, c'est pour ça que les pluies d'étoiles filantes se produisent toujours au même moment de l'année. Eh bien, c'est que ce point d'intersection de l'orbite de la comète et l'orbite de la Terre se produit toujours au même endroit de l'orbite de la Terre, donc toujours au même moment de l'année. C'est pour ça qu'en août, nous avons la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ce sont en fait des poussières de la comète Swift-Tuttle qui se désintègrent dans l'atmosphère. En octobre, c'est les Orionides, donc ce sont des poussières de la comète de Halley qui se désintègrent dans l'atmosphère. En novembre, les Léonides. En décembre, nous aurons les Géminides. En janvier, les Quadrantides. Bref, donc ces petites poussières de comètes qui se désintègrent, elles sont donc très petites et très fragiles. Et donc, elles se désintègrent complètement dans l'atmosphère. Il n'y a pas donc de morceaux de comètes qui atterrit sur la surface de la Terre et qu'on pourrait donc étudier. Bon, pour être tout à fait exact et complète, il y a quand même ces fameuses UCAMs, qui sont des micrométéorites ultracarbonées dont on pense qu'elles proviendraient des comètes, mais donc on parle vraiment de morceaux de météorites qui sont de taille, qui sont de l'ordre du micromètre, donc rien qu'on puisse tenir dans notre main. D'où l'intérêt d'envoyer des missions spatiales en direction de ces petits corps du système solaire, ces petits corps cométaires, dont on voudrait savoir plus. Alors, il y a de nombreuses missions qui ont déjà été envoyées vers ces comètes. Je pense notamment donc à Giotto de l'Agence spatiale européenne, il y a Stardust, Deep Impact de la NASA, mais la plus notable, c'est certainement Rosetta de l'Agence spatiale européenne, qui est, selon moi, mais selon beaucoup de monde, la plus grande prouesse technologique de l'Agence spatiale européenne, puisque c'est la première mission spatiale à avoir envoyé, donc c'est la première mission à avoir orbité autour d'une comète, la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, et même avoir atterri sur cette comète. Alors cette mission, elle nous a fourni une richesse de données qui est gigantesque, à tel point que 10 ans plus tard, nous continuons d'analyser ces données. Un autre mot de jargon qui est important, c'est la notion de signature isotopique. Alors vous savez tous ce que sont des isotopes, ce sont donc des atomes qui possèdent le même nombre de protons, donc ce sont les mêmes éléments, puisqu'un élément est défini par son nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons, donc ils sont plus ou moins lourds. Alors l'hydrogène possède 3 isotopes, il y a l'hydrogène simple, dont le noyau est constitué d'un proton, il y a le deutérium, dont le noyau est constitué d'un proton et d'un neutron, et puis il y a le tritium, qui est très instable, dont le noyau est constitué d'un proton et de 2 neutrons. Donc la plupart des éléments sur Terre ont plusieurs isotopes. Par exemple, le carbone et l'azote ont 2 isotopes stables, l'oxygène 3 isotopes stables, et le xénon, j'en parle parce qu'il va avoir beaucoup d'importance de la suite de cette présentation, il en possède 9. Alors, sur Terre, à l'état naturel, pour 10 000 atomes d'hydrogène, il y a 9 997 atomes d'hydrogène simple pour 3 atomes de deutérium. Donc on dit que sur Terre, le rapport deutérium sur hydrogène, le rapport D sur H, il est très faible. Et si on compare avec les comètes, on se rend compte que ce rapport D sur H pour les comètes, il peut être beaucoup plus élevé. Donc il apparaît déjà que pour chaque élément ayant plusieurs isotopes, on peut déterminer une signature isotopique, donc par exemple le rapport D sur H,
qui est propre à un corps ou à un groupe de corps. Donc, pour le dire autrement, certaines signatures isotopiques sont au corps du système solaire ce que certaines expressions ou certains accents sont aux gens. Par exemple, si vous nous regardez, le professeur Morbidelli et moi-même, eh bien, tout vous porte à croire que nous sommes français, visuellement parlant, et puis nous vivons en France, nous travaillons au Collège de France, mais si vous nous entendiez dire quelques expressions, par exemple, si vous malencontreusement vous m'entendez dire 70 ou 90, eh bien, vous saurez de façon incontestable que je viens de Belgique. Donc, même si au tenté je me trouve à un certain endroit, eh bien, vous pouvez tracer mon origine finalement. C'est pareil avec les comètes, elles pourraient très bien avoir une orbite, avoir été déstabilisées par les planètes géantes et finalement avoir une orbite plutôt astéroïdale. Eh bien, si on regarde leur signature isotopique, on peut décider de façon incontestable, tranchée, que ce sont véritablement des comètes. Alors, en l'occurrence, pour le rapport d'essurage, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous savez tous que, historiquement, on pensait que les comètes avaient apporté l'eau sur Terre, puisque ces comètes sont tellement riches en eau. Et puis après, on s'est rendu compte que le rapport d'essurage pour les comètes, il pouvait être beaucoup plus élevé. Donc, on s'est dit que tout au plus, les comètes avaient apporté 10% de l'eau sur Terre, parce qu'après tout, le rapport d'essurage des astéroïdes, des chondrites, est beaucoup plus proche de celui des océans terrestres. Et puis finalement, en ayant fait de plus en plus de mesures, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande diversité de résultats, enfin une grande diversité de rapports d'essurage parmi les comètes. Et donc, ça ne nous permet pas finalement, il n'est pas possible. Vous voyez que le rapport d'essurage de certaines comètes sont même très proches de celui de la Terre. Et donc, finalement, on ne peut pas vraiment conclure, on ne peut pas contraindre l'origine de l'eau sur Terre à partir de ce rapport d'essurage, et ni même distinguer les astéroïdes et les comètes. Donc, heureusement, il existe un élément qui est très intéressant pour ça, c'est le xénon. Alors, Kevin Zanley, qui est un chercheur américain qui a fait beaucoup de travaux en lien avec le xénon, dit du xénon que c'est the king of nobility, le roi de la noblesse. Et lorsqu'on sait que le gaz rare est donc, enfin, que le xénon est un gaz rare, autrement dit un gaz noble, eh bien c'est un très bon jeu de mots. Donc c'est en ça exactement que le xénon est intéressant, c'est que c'est un gaz rare. En fait, il n'interagit pas avec les autres espèces chimiques, et donc ça fait de lui un très bon traceur pour les géochimistes de tous les processus dynamiques qui peuvent se produire dans le système solaire. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, le xénon a 9 isotopes stables, donc cela peut donner lieu à des signatures isotopiques qui sont très distinctives. Et en effet, grâce à la mission Rosetta, on connaît la signature isotopique du xénon notamment dans la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, et elle est complètement différente de ce qu'on n'a jamais pu voir dans les astéroïdes. Vous voyez les abondances pour chaque isotope. On a une déplétion incroyable en xénon 134 et 136 qui ne ressemble en rien à ce qu'on peut voir pour les astéroïdes. Donc, ces signatures des astéroïdes et des comètes sont extrêmement différentes, et on a de bonnes raisons de croire que cette signature de Churyumov-Gerasimenko, elle est représentative de, si pas toutes les comètes, un sous-ensemble important des comètes, de toutes les comètes. Je reviendrai là-dessus. Donc, la signature isotopique du xénon permet réellement de distinguer les astéroïdes et les comètes. Alors maintenant que tout cela a été clarifié, on peut vraiment rentrer dans le cœur de cette présentation, le bombardement cométaire. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Alors bien sûr, on parle d'un événement qui s'est produit au début de l'histoire du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. De nos jours, la probabilité de collision des comètes avec la Terre, elle est très faible. Alors la plupart d'entre vous ont certainement été témoins dans leur vie de l'événement de la collision Schumacher-Levy 9 sur Jupiter en 1994. Donc
bien sûr, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Ici, moi-même, je n'étais pas née, mais ceux qui l'étaient pourront me dire que donc, si cette collision d'une comète a pu arriver sur Jupiter, eh bien, elle aurait très bien pu arriver sur la Terre. Eh bien, non, pas forcément, parce que le taux de collision des comètes avec un corps planétaire, ça dépend de plusieurs facteurs. En premier lieu, ça dépend donc de la probabilité intrinsèque de collision entre un impacteur, une comète, et le corps cible, par exemple Jupiter. Donc cette probabilité intrinsèque, elle ne dépend que des orbites, et il y a beaucoup plus de comètes qui ont une orbite proche ou qui intersectent l'orbite de Jupiter que de comètes qui ont une orbite proche ou qui intersectent l'orbite de la Terre. Donc rien que pour cette raison, la probabilité intrinsèque de collision, elle est plus grande pour Jupiter. Ça dépend aussi de la section collisionnelle, donc qui dépend des rayons du corps cible et de l'impacteur. Et le rayon de Jupiter est bien plus élevé que celui de la Terre, il est 10 fois plus élevé. Donc cette section collisionnelle, elle est au moins 100 fois plus grande dans le cas de Jupiter. Si vous lancez des fléchettes sur une cible qui est 100 fois plus grande qu'une cible initiale, ben vous avez beaucoup moins de chances de la rater. Et enfin, ça dépend du facteur de focalisation gravitationnelle qui rend compte de la déflexion des comètes à l'approche d'un corps qui ont une certaine attraction gravitationnelle. Bon, l'attraction gravitationnelle de Jupiter étant beaucoup plus grande que celle de la Terre, eh bien, donc les comètes, en s'approchant de Jupiter, elles sont défléchies en direction de Jupiter parce qu'elles sont simplement attirées par Jupiter. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, la probabilité de collision des comètes avec Jupiter est beaucoup plus grande que sur Terre. En plus de ça, on peut ajouter le fait que si une comète a une orbite proche de celle de la Terre, eh bien, elle est forcément rentrée dans le système solaire et donc ces glaces se sont sublimées. Elle a perdu donc beaucoup de matériel, donc elle est devenue plus petite et donc sa section collisionnelle a diminué, donc ça la rend aussi potentiellement moins dangereuse pour la Terre. Alors comme on l'a vu dans les cours précédents, même dans la première partie de ce cours, au début de l'histoire du système solaire, donc les comètes étaient beaucoup plus grosses, et puis il y avait beaucoup plus de comètes beaucoup plus grosses, et il y en avait beaucoup plus. Donc on peut se dire que la probabilité de collision elle était beaucoup plus grande au début de l'histoire du système solaire. Comme on l'a vu aussi dans la quatrième leçon de ce cycle de cours, eh bien, la théorie et les simulations aussi montrent que lorsque les planètes géantes interagissent avec un disque massif de planétésimaux, de petits corps cométaires par exemple, eh bien, Saturne, Uranus et Neptune ont tendance à migrer vers l'extérieur du système solaire et éjecter ces petits corps cométaires vers l'intérieur du système solaire, tandis que Jupiter a tendance à migrer vers l'intérieur du système solaire et éjecter ces comètes vers l'extérieur du système solaire. Donc Jupiter agit réellement comme une barrière vers le système solaire interne et nous protège quelque part de ces comètes. Mais tout cela a été très différent pendant l'instabilité des planètes géantes. Tous les détails de cette instabilité vous ont déjà été présentés par le professeur Morbidelli, je ne vais pas revenir dessus. Mais donc vous savez que cette instabilité des planètes géantes a complètement déstabilisé le disque d'objets transneptuniens et donc la plupart des comètes ont été éjectées vers l'extérieur du système solaire, mais une grande partie d'entre elles ont également été éjectées vers l'intérieur du système solaire. Donc à ce moment-là, la probabilité de collision des comètes, elle a fortement augmenté. Donc c'est réellement de ça qu'on parle quand on parle du bombardement cométaire des planètes telluriques. Alors, c'est quelque chose qui a grosso modo ressemblé à ça. Donc l'instabilité des planètes géantes, elle a dû se produire dans les 100 premiers millions d'années du système solaire. Il y a des contraintes observationnelles et aussi géochimiques qui nous l'indiquent. Mais on ne sait pas exactement quand, dans ces 100 premiers millions d'années du système solaire, ça a dû se produire. Et ça a son importance parce que, par exemple,
bien les planètes géantes, elles se sont formées dans les 5 premiers millions d'années du système solaire, puisqu'elles ont dû se former avant la dissipation du disque gazeux, puisqu'elles se sont formées à partir de ce disque gazeux. Donc très rapidement, et pendant l'instabilité, elles étaient forcément déjà formées. Mais les planètes telluriques, eh bien, ça a probablement mis plus de temps. On sait, grâce aux méthodes de datation par radiochronologie, par exemple, que la Terre a mis en 30 à 100 millions d'années pour finir de se former. Et donc, il est tout à fait possible, en fonction de quand exactement s'est produit l'instabilité des planètes géantes et ce bombardement cométaire, que ce bombardement cométaire se soit produit avant que la Terre ait fini de se former. C'est ce qui se passerait dans le fameux modèle de l'instabilité précoce, où on aurait une instabilité, par exemple, dans les 10 premiers millions d'années du système solaire. Donc, voilà, retenez bien ça pour la suite, ça va avoir son importance aussi. Mais finalement, quelles sont les preuves? Quelles preuves avons-nous que les comètes ont réellement contribué de façon importante, non seulement à la Terre, mais aussi aux autres corps du système solaire interne? Est-ce que ce sont les molécules organiques prébiotiques, par exemple les acides aminés? On sait que les comètes sont très riches en molécules organiques et elles contiennent beaucoup d'acides aminés. Mais en fait, on s'est rendu compte que les astéroïdes carbonés aussi, en fait, donc ce n'est pas nécessairement une preuve que les comètes ont contribué au budget de la Terre. Et d'ailleurs, ces molécules organiques prébiotiques auraient aussi pu potentiellement se former in situ sur Terre. Alors le rapport d'essurage, je vous l'ai dit, il y a une grande diversité des rapports d'essurage parmi les comètes, donc ça ne nous permet pas non plus de contraindre la contribution cométaire sur Terre. Donc pas une preuve non plus, si ça se trouve elles n'ont même pas contribué, si on se fie à ces rapports d'essurage, on ne sait pas. Heureusement, on a ce fameux xénon, qui est finalement notre meilleur atout pour contraindre la contribution cométaire sur Terre. Donc, je vous l'ai dit, les astéroïdes et les comètes ont des signatures isotopiques qui sont très distinctives. Et donc, si cette signature très particulière de xénon dans la comète 67P Churyumov-Gerasimenko est représentative de toutes ou bien d'un sous-ensemble important de comètes, et que ces comètes ont effectivement impacté la Terre de façon importante, eh bien, on devrait voir ce type de signature isotopique particulière, assez bizarre, dans celle de la Terre aussi. Donc, voyons voir que voyons-nous sur Terre en ce qui concerne le xénon. Alors, si on regarde l'atmosphère de la Terre, qu'on regarde la signature isotopique du xénon dans l'atmosphère de la Terre et qu'on corrige cette signature isotopique pour le fractionnement dépendant de la masse, c'est comme si on voyait cette signature isotopique telle qu'elle était au début de l'histoire de la Terre, eh bien on voit que cette signature isotopique du xénon, c'est un mélange entre 80% de xénon chondritique, donc qui vient des astéroïdes ou du matériel à partir duquel la Terre s'est formée, donc finalement rien de très surprenant, et 20% de xénon cométaire. Donc on voit réellement cette contribution cométaire dans la signature isotopique du xénon de l'atmosphère. C'est notre meilleure preuve en fait que les comètes ont réellement contribué au budget de la Terre. On voit cette déplétion en xénon 134 et xénon 136. Et puis lorsqu'on regarde la partie solide de la Terre, le manteau, il apparaît que cette signature isotopique est plutôt chondritique. On ne voit pas une telle contribution cométaire. Il y en a potentiellement, c'est permis par les incertitudes, mais au moins, en tout cas, pas autant que ce qu'on voit dans l'atmosphère de la Terre. Donc il y a vraiment une dichotomie entre ce qu'on voit dans la partie solide de la Terre et l'atmosphère de la Terre. Donc ce résultat, il indique un peu naïvement que le bombardement cométaire, il aurait eu lieu après que la Terre ait fini de se former. Donc, si vous avez suivi ce que j'avais dit il y a quelques slides, dans un modèle d'instabilité précoce, où l'instabilité se fait de façon très très précoce, eh bien, le bombardement cométaire, il aurait lieu avant que la Terre ait fini de se former. Mais en tout cas, les contraintes géochimiques, elles nous disent plutôt l'inverse. Donc, on pourrait se demander si ces deux choses sont compatibles.
parce qu'en tout cas, là, ça paraît paradoxal. Donc ça va être le but de nos simulations, voir si cela est compatible. Et si ce n'est pas compatible, si on ne peut pas l'expliquer, ça veut dire que l'instabilité doit nécessairement être plus tardive. Alors voyons quelles sont les autres contraintes à vérifier pour le système solaire interne. Pour Mercure, c'est simple, nous n'avons pas de données, donc pas de contraintes. Pour Vénus, nous n'avons pas encore de données, mais nous en aurons bientôt grâce à la mission Da Vinci Plus de la NASA, qui sera lancée en 2030, qui va faire des mesures des compositions élémentaires isotopiques de gaz rares, notamment du xénon, dans l'atmosphère de Vénus. Donc on en saura plus sur la contribution cométaire de l'atmosphère de Vénus. A priori, on s'attend à une contribution cométaire assez importante parce qu'on remarque déjà qu'il y a un rapport argon sur néon qui est élevé dans l'atmosphère de Vénus, qui indique une contribution cométaire importante parce que les comètes ont aussi ce fameux rapport argon sur néon qui est élevé. Donc voilà, mais on n'est pas sûr, mais il semblerait. Alors, sur la Lune, on a mesuré du xénon cométaire dans des anorthosites lunaires. Donc, les anorthosites, ce sont les premières roches à s'être formées pendant la solidification du manteau lunaire. Et ça a même été confirmé très récemment par la mission chinoise de retour d'échantillons lunaires Tianji 5, puisqu'on a trouvé du xénon cométaire dans ces échantillons, lors de 3 à 7%. Alors pour Mars, on a des données pour le manteau et l'atmosphère, mais on n'a pas trouvé. Il semblerait qu'il n'y a pas de xénon cométaire ni dans le manteau ni dans l'atmosphère de Mars. Et puis enfin Vesta. Vesta, qui est le plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, si on considère que Cérès est une planète naine, Vesta, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a énormément d'échantillons de Vesta sur Terre grâce aux météorites HED. Les météorites HED, donc c'est des météorites dont on pense qu'elles proviennent de la croûte de Vesta, et elles représentent 5% de toutes les chutes de météorites sur Terre. Donc on a énormément de morceaux de Vesta en fait à étudier sur Terre, et donc on peut très bien regarder cette signature isotopique du xénon aussi. Et dans les années 90, des chercheurs avaient pensé avoir trouvé une petite contribution cométaire dans ces météorites HED, mais ces résultats n'ont pas été confirmés n'ont été confirmés par aucune étude suivante. Et d'ailleurs, c'est une mesure qu'on a nous-mêmes refaite à l'Institut de physique du globe avec Guillaume Mavis, et on n'a pas non plus trouvé de xénon cométaire dans ces météorites. Donc, vous voyez ici qu'il semble qu'il y a une grande diversité de signatures cométaires dans les corps du système solaire interne. Donc, on peut se demander, peut-on les expliquer ? Alors, nous allons voir dans ce qui suit que pour expliquer toutes ces contraintes, que ce soit sur Terre ou sur les autres corps du système solaire interne, il faut considérer des aspects tels que la stochasticité du bombardement cométaire, mais aussi prendre en compte les contributions relatives des comètes avec les astéroïdes, et puis enfin prendre en compte l'efficacité d'accrétion au moment de l'impact. Alors bien sûr, on commence par faire des simulations dynamiques de l'évolution précoce du système solaire. Vous voyez que nous prenons en compte dans nos simulations les embryons de planètes telluriques qui sont en train de se former avec des planétésimaux. On prend en compte des astéroïdes carbonés, les planètes géantes qui sont en train de rentrer dans une instabilité dynamique très tôt dans leur histoire, et une planète qui est éjectée. Et puis les objets transneptuniens, les comètes, qui sont déstabilisés pendant cette instabilité. Et donc, pour chaque pattern de cette simulation, on peut calculer des probabilités de collision entre les comètes et la Terre qui est en train de se former, mais aussi les autres corps du système solaire interne. Donc bien sûr, il faut prendre des populations d'objets transneptuniens qui sont réalistes au début de l'histoire du système solaire. Donc, vous avez déjà vu cette slide, c'était une dernière slide de la première partie du cours du professeur Morbidelli. On voit ici la distribution des tailles estimées des objets du disque transneptunien primordial, donc au début de l'histoire du système solaire. Et donc, pour apporter une composante aléatoire, stochastique, au bombardement cométaire, on décide de se concentrer sur la contribution des très grosses comètes
dont on pense qu'elles étaient assez nombreuses dans le disque primordial. En fait, si on ne prend en compte que la contribution des petites comètes, qui sont très très nombreuses, alors le bombardement cométaire est continu et régulier. Décroissant avec le temps, certes, mais on s'attendrait à ce qu'il y ait une contribution cométaire plus ou moins, qui se ressemble plus ou moins entre les corps, entre les différentes planètes telluriques. Alors pour faire une analogie, c'est un peu comme s'il pleuvait sur ces personnes qui sont en train de traverser la route. Ils subissent un bombardement d'eau qui est continu et régulier. Et donc ils vont tous être un petit peu mouillés. Mais si on rajoute quelques gros ballons d'eau à l'histoire, eh bien, ils ne vont pas tomber aussi régulièrement que la pluie, mais lorsqu'ils vont tomber, ils vont créer d'énormes éclaboussures. Donc, certaines personnes vont être trempées et d'autres pas du tout. Donc, on a vraiment apporté une composante stochastique au bombardement d'eau, dans ce cas, en rajoutant les quelques gros ballons d'eau. C'est pareil quand on prend en compte les grosses comètes, on apporte une composante stochastique donc au bombardement cométaire. Et faire ça, en fait, permet d'expliquer la diversité des signatures cométaires dans le système solaire, mais aussi permet d'expliquer comment on peut avoir une contribution cométaire tardive, même dans le cas d'une instabilité qui est précoce. Mais à ce stade-là, on ne comprend toujours pas trop comment on ne voit pas de xénon cométaire dans le manteau, parce qu'il y a quand même la contribution des petites comètes qui a dû arriver de façon assez précoce. Donc, à ce stade-là, ce n'est pas encore clair. En fait, on peut le comprendre si on prend en compte la contribution des astéroïdes. Je vous ai dit, la probabilité de collision des astéroïdes avec la Terre, elle est plus grande que celle des comètes. Et donc, le bombardement des astéroïdes avec la Terre est plus intense que le bombardement de comètes. Donc, pour continuer l'analogie, c'est un peu comme si, en plus d'une petite pluie d'eau, il y avait une pluie très intense, par exemple, d'huile. Eh bien, vous seriez, si vous subissez en plus ce bombardement encore plus intense d'huile, ben vous seriez principalement couvert d'huile. Mais si on rajoute quelques gros ballons d'eau d'huile ou d'eau, eh bien, vous seriez tantôt plutôt couvert, plutôt trempé d'eau ou d'huile. Eh bien, encore une fois, c'est pareil, ça permet d'expliquer pourquoi la signature cométaire passe inaperçue dans les mesures du xénon du manteau terrestre. Donc, ça fait beaucoup de dessins et d'analogies. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les résultats concrètement. Donc, sur ce plot, on voit l'évolution temporelle de la simulation. Donc, sur l'axe des X, les abscisses, le temps, et sur l'axe des ordonnées, la contribution relative des comètes avec les astéroïdes sur la Terre. Et alors, donc le rapport eau sur huile, finalement. Donc, ici, le trait discontinu montre cette contribution relative avant que la Terre ait fini de se former dans la simulation. Le cercle rempli correspond au moment où la Terre finit de se former dans cette simulation. Et puis le trait continu, c'est la contribution relative après que la Terre ait fini de se former. Alors comme l'évolution du système solaire interne est chaotique, on a une approche probabiliste et on fait plusieurs simulations. Et on voit qu'on a une grande diversité de résultats. Alors, beaucoup d'informations sur ce graphique. Je vais vous expliquer tout ce qu'on peut en tirer. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'avant que la Terre ait fini de se former, dans toutes les simulations, on a à peu près une comète pour 10 000 astéroïdes qui rentrent en collision avec la Terre. Mais après que la Terre ait fini de se former, il y a une grande diversité de résultats et on voit que dans 3 simulations sur 10, en tout cas, il est possible qu'il y ait seulement une comète pour seulement 1000, au lieu de 10 000, astéroïdes qui rentrent en collision avec la Terre. Alors ça semble anecdotique, mais ça ne l'est pas parce qu'en fait, le xénon est beaucoup plus abondant dans les comètes que dans les astéroïdes. Et en fait, il est 1000 fois plus abondant dans les comètes que dans les astéroïdes. Ce qui veut dire qu'avant que la Terre ait fini de se former, il y a juste beaucoup trop d'astéroïdes qui collisionnent avec la Terre, et donc la signature des comètes est complètement écrasée par la signature des astéroïdes.
Mais après que la Terre ait fini de se former, c'est potentiellement plus le cas, en tout cas on le voit dans 3 simulations sur 10, il y a 1000 fois plus, au lieu de 10 000 fois plus, d'astéroïdes que de comètes. Donc comme il y a 1000 fois plus de xénons dans les comètes que dans les astéroïdes, ben, cette signature des comètes n'est potentiellement pas écrasée par la signature des astéroïdes, et c'est comme ça qu'on explique qu'on puisse la voir dans l'atmosphère de la Terre. Donc en résumé, il y a une contribution cométaire avant que la Terre ait fini de se former, mais elle a probablement été compensée par la contribution relative des astéroïdes beaucoup plus importante, cette fameuse huile qui est beaucoup plus abondante que l'eau. Et donc la signature cométaire passe inaperçue dans les mesures de xénon du manteau terrestre. Et après que la Terre ait fini de se former, la composante stochastique du bombardement cométaire rend possible une importante contribution cométaire qui est tardive, et même dans le cas d'une instabilité très précoce, qui compense la contribution des astéroïdes. Ce sont ces fameux ballons d'eau. Donc ça explique la signature cométaire dans l'atmosphère de la Terre. Donc vous l'aurez compris, finalement ces deux contraintes ne sont pas nécessairement incompatibles. On pourrait très bien avoir une instabilité qui est très précoce, avec un apport cométaire très important après que la Terre ait fini de se former, et donc qui peut être compatible avec cette contrainte géochimique du xénon de l'atmosphère de la Terre. Ça ne veut pas dire que l'instabilité était précoce, ça veut seulement dire que cette contrainte ne veut pas dire qu'elle était tardive. En fait, si l'instabilité est plus tardive et se produit après que la Terre ait fini de se former, on n'a pas nécessairement besoin d'une composante stochastique au bombardement cométaire, on l'explique assez simplement. Donc, tout ça pour dire que cette contrainte ne nous dit toujours pas si l'instabilité était plutôt précoce ou plutôt tardive dans les 100 premiers millions d'années du système solaire. Alors, je vous ai parlé de l'importance de la stochasticité, des contributions relatives, mais un autre aspect important à prendre en compte, c'est l'efficacité d'accrétion des impacteurs lorsqu'ils rentrent en collision avec la Terre ou d'autres corps du système solaire, ou d'autres corps tout court. Et donc cette efficacité d'accrétion est largement déterminée par la vitesse de l'impacteur, mais aussi la gravité du corps impacté. En fait, cette gravité, elle dicte la vitesse d'échappement d'un corps, qui est définie comme la vitesse minimale pour échapper à l'attraction gravitationnelle d'un corps. Alors sur Terre, cette vitesse d'échappement elle est de 11,2 km par seconde. C'est la vitesse qu'il faut donner à une fusée pour la faire s'échapper de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Ce n'est pas la vitesse pour la mettre en orbite, c'est vraiment bien pour qu'elle s'échappe de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Et sur Vesta, cette vitesse est beaucoup plus faible, puisque Vesta est beaucoup moins massive, et elle est de 0,36 km par seconde. Donc lors d'un impact, eh bien, les éjectats qui vont se former, c'est-à-dire les fragments de l'impacteur qui sont éjectés verticalement et obliquement vers le haut au moment de l'impact, eh bien, ils ont une certaine vitesse qui peut potentiellement être supérieure à la vitesse d'échappement, et donc dans ce cas, ils ne seront pas accrétés sur le corps. Et donc les éjectats, ils s'échappent beaucoup plus facilement sur Vesta que sur Terre. Donc pour une comète de même masse et vitesse d'impact, l'efficacité de l'accrétion est beaucoup plus faible sur Vesta que sur Terre. Et donc c'est potentiellement, probablement la raison pour laquelle nous ne mesurons pas de xénon cométaire sur Vesta, c'est à cause de sa faible attraction gravitationnelle. Même si Vesta a probablement reçu beaucoup d'impacts cométaires dans son histoire, elle n'a juste pas pu la retenir. Et ça veut dire aussi que tous les astéroïdes qui sont plus petits ne doivent probablement pas avoir non plus ce type de signature sur eux, puisqu'ils ont une attraction gravitationnelle encore plus faible. Alors, d'accord, mais finalement, quelle est la contribution des comètes pour l'eau et les molécules organiques sur Terre? Donc, je vous l'ai dit et redit, le rapport d'Essurage ne permet pas de trancher. Est-ce que le xénon nous en dit plus? En fait, le rapport xénon sur eau, xénon sur H2O dans les comètes est beaucoup plus élevé que dans les astéroïdes. C'est-à-dire que les comètes ont pu apporter beaucoup de xénon sur Terre sans apporter beaucoup d'eau. Et en fait, lorsqu'on compare les rapports gaz rare eau sur les comètes et sur Terre, on peut calculer que les comètes ont contribué pour moins de 1% à l'eau sur Terre. Maintenant, on pense plutôt que l'eau sur Terre vient principalement du matériel du système solaire interne à partir duquel elle s'est formée. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et qu'en est-il de la matière organique prébiotique? C'est une question qu'on se pose depuis bien longtemps, au moins les années 90. Et les premiers à s'être posé sérieusement la question sont notamment Christopher Shiba et Carl Sagan, que vous connaissez probablement. Mais c'est une question qu'on continue de se poser. Il y a des papiers qui sont régulièrement publiés à ce sujet et maintenant on se pose même la question sur cet apport cométaire pour la matière organique sur les exoplanètes. Donc en faisant les mêmes types de calculs que pour l'eau, à partir de la quantité de gaz rare apportée par les comètes, on peut déterminer qu'il y aurait eu 10 exposant 18 grammes de matériel riche en acide aminé qui aurait pu être apporté par les comètes. Donc ça, c'est comparable à la masse de la biosphère actuelle. Oui, ok, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ces 10 exposants 18 grammes ont pu être accrétés de façon effective sur Terre? Je dis ça parce que la vitesse d'impact des comètes, elle est typiquement très grande sur Terre et plus grande que celle des astéroïdes. En fait, on peut montrer que si l'orbite d'une comète et celle d'un astéroïde sont tangentes en un point, à une certaine distance du Soleil, la vitesse de la comète, qui a un plus grand demi-grand axe, est toujours plus grande que la vitesse de l'astéroïde, qui a un plus petit demi-grand axe en ce point. Donc, les comètes ont tendance à rentrer en collision avec la Terre à des beaucoup plus grandes vitesses. Et donc, comme ces vitesses d'impact sont très grandes, ça donne lieu à des collisions qui sont très violentes, avec un choc thermique auquel les composés organiques peuvent difficilement survivre. En fait, les plus petites comètes, elles sont complètement ablatées dans l'atmosphère de la Terre, et donc les composés organiques n'ont pas pu survivre à cette ablation. Et pour les plus grosses comètes, eh bien, elles ne sont pas suffisamment décélérées dans l'atmosphère, et donc elles arrivent avec des beaucoup trop grandes vitesses sur Terre. Et donc donne lieu à ces collisions violentes avec des très gros chocs thermiques. Donc il y a une petite fenêtre de champ possible pour des vitesses d'impact qui sont très faibles, mais bon, ça c'est beaucoup plus rare, ou avec une atmosphère qui était beaucoup plus dense, comme ça a pu être le cas sur la Terre primitive par exemple, qui aurait pu ralentir efficacement des impacteurs cométaires de 1 à 10 km de diamètre. Donc bon, la question est complexe, reste ouverte. Une piste possible, c'est la piste des micrométéorites. Vous savez peut-être qu'il y a autour de 5000 tonnes de micrométéorites qui tombent sur Terre chaque année. C'est de l'ordre d'une baleine de micrométéorites qui tombent sur Terre chaque jour. Eh bien, parmi ces micrométéorites, il y a ces fameuses UCAMs, qui sont des particules ultracarbonées, donc des micrométéorites ultracarbonées, dont on pense qu'elles proviennent des comètes, qui semblent être assez riches en matière organique. Mais bon, en matière organique prébiotique, ça on ne sait pas encore, c'est difficile à déterminer, c'est un challenge expérimental à cause de leur petite taille. Donc on ne sait pas si ces micrométéorites ont apporté de la matière organique prébiotique. Encore une fois, la question reste ouverte. Donc finalement, quelles informations les futures missions spatiales nous apporteront-elles? De façon non exhaustive, j'en ai retenu 2 missions majeures. Il y a, comme je vous l'ai dit, la mission Da Vinci Plus de la NASA qui sera lancée vers 2030, qui effectuera donc non seulement un survol, mais mettra une sonde atmosphérique dans l'atmosphère de Vénus, et on pourra déterminer cette fameuse signature cométaire dans l'atmosphère de Vénus. Et puis il y a aussi la fameuse mission Comet Interceptor de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est aussi prévu assez rapidement. C'est la première mission qu'on va envoyer dans l'espace sans savoir à l'avance quelle cible on va étudier, puisqu'on va la parquer au point de Lagrange L2 de la Terre et attendre qu'une comète à longue période ou même potentiellement un objet interstellaire, donc ce serait le premier passage dans le système solaire interne, pour pouvoir aller l'étudier. Parce que jusque-là, on n'a étudié que des comètes à courte période, donc qui ont déjà fait beaucoup de passages proches du Soleil et qui ont déjà été altérés. Donc ça nous permettra de déterminer quelle est la diversité des signatures cométaires. Est-ce qu'il y a une différence entre les comètes à courte période, à longue période? Nous le saurons dans les prochaines années. Alors je souhaiterais finir avec une tirade de Victor Hugo, que les comètes, sur les comètes,
qu'il fait au travers de son personnage Grantaire dans Les Misérables. Alors, je ne lis pas Victor Hugo aussi bien que Fabrice Lucchini, j'espère que vous m'en excuserez. Les grands accidents sont la loi, l'ordre des choses ne peut s'en passer, et à voir les apparitions de comètes, on serait tenté de croire que le ciel lui-même a besoin d'acteurs en représentation. Au moment où l'on s'y attend le moins, Dieu placarde un météore sur la muraille du firmament. Quelque étoile bizarre survient, soulignée par une queue énorme, et cela fait mourir César. Brutus lui donne un coup de couteau et Dieu un coup de comète. Crac, voilà une aurore boréale, voilà une révolution, voilà un grand homme, 93 en grosses lettres, Napoléon en vedette, la comète de 1811 en haut de l'affiche. Ah, la belle affiche, toute constellée de flamboiements inattendus. Alors ici, Victor Hugo fait référence, il ironise probablement sur le fait que les comètes ont longtemps été associées à de mauvais présages. Cela fait mourir César, mais cela aussi fait perdre les Huns, cela fait mourir Philippe Auguste, cela fait mourir Atahualpa, Charles Quint, cela prédit l'assassinat d'Henri IV. Henri IV qui, on le rappelle, est le petit-fils de Marguerite de Navarre, dont cet amphithéâtre porte le nom, et donc le petit-neveu de François Ier, qui a fondé le Collège de France. Et donc cela a fait mourir Henri IV et cela a même fait naître Napoléon II. Donc avec Christopher Shiba et Carl Sagan, on est vraiment passé de l'idée que les comètes font naître ou mourir les grands hommes à l'idée que les comètes avaient potentiellement apporté les ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre. Et grâce aux avancées de la géochimie et des missions spatiales maintenant, eh bien, notre perception des comètes elle est plus nuancée, même si les comètes sont peut-être complètement décorrélées de l'apparition de la vie sur Terre, elles n'en sont pas moins intéressantes parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre l'histoire du système solaire. Donc, de cette présentation, je vous invite à retenir que les signatures isotopiques permettent de tracer l'origine et l'évolution des corps, et en particulier la signature isotopique du xénon permet de distinguer les comètes des astéroïdes. Alors, le xénon, c'est notre meilleure preuve que les comètes ont réellement impacté la Terre. De nos jours, la probabilité de collision des comètes avec la Terre elle est très faible, mais après l'instabilité dynamique des planètes géantes, elle était beaucoup plus élevée. Et les contraintes isotopiques du xénon sur Terre ne sont pas incompatibles avec une instabilité précoce, ce qui ne veut pas dire que l'instabilité était nécessairement précoce. Prendre en compte les très grosses comètes dans le disque d'objets transneptuniens primordial apporte une composante stochastique au bombardement cométaire et permet de rendre compte de la diversité des signatures cométaires des corps du système solaire interne. Et enfin, la contribution des comètes pour l'apport d'eau sur Terre est minime, mais les comètes n'en sont pas moins intéressantes. Merci.